À la périphérie d'une grande ville où une autoroute bruyante relie le centre aux banlieues, un événement mystérieux se produit. Les médecins, qui s'occupent de leurs tâches, remarquent quelque chose d'inhabituel à la sortie de la 476e autoroute. Une voiture est là, comme si elle avait été abandonnée à la hâte. Le moteur tourne, les phares sont allumés, la radio joue. La porte du conducteur est ouverte, mais il n'y a personne à l'intérieur. Cette scène alarme des témoins fortuits, et bientôt la police arrive. Pendant qu'ils examinent la scène, ils découvrent des détails inquiétants. Devant la voiture, sur l'asphalte, il y a une tache non encore sèche d'origine inconnue. À proximité, se trouve une pierre avec les mêmes traces. Des traces similaires se trouvent également sur la clôture, à côté de la voiture. Le spécialiste de l'analyse de telles scènes, Dale Yeager, suppose que le propriétaire de la voiture a rencontré des difficultés soudaines. Selon lui, tout s'est passé très vite. Quelqu'un a attaqué le conducteur de manière inattendue puis a rapidement disparu avec lui. De plus, les enquêteurs découvrent et photographient une empreinte de pneu près de la voiture. Cette trace pourrait devenir une preuve importante dans l'enquête. Le spécialiste des preuves fabrique une copie d'un détail important qui est envoyé pour une analyse plus approfondie au laboratoire régional. Le véhicule est enregistré au nom de Gail Willard, mais cette nuit-là, il était conduit par sa fille, Amy Willard, âgée de 22 ans, une sportive prometteuse de l'université George Mason en Virginie. Amy rendait visite à sa famille, qui vit près de l'endroit où le véhicule a été trouvé. Amy avait dit à sa mère qu'elle voulait visiter un établissement appelé Smoky Joe. Selon une amie, Amy a quitté le bar seule vers 1h30 du matin. Gail Willard, sa mère, a remarqué que sa fille n'était jamais allée à Smoky Joe auparavant et qu'elle sortait rarement lorsqu'elle visitait la maison, préférant passer du temps avec la famille. L'état du véhicule fait penser les enquêteurs à un possible incident sur la route. Pendant que Gail Willard inspecte la voiture, elle remarque de nouveaux dommages au pare-choc arrière qui n'étaient pas présents avant le trajet d'Amy. La femme le signale immédiatement à la police. Il est supposé qu'il y a eu une collision avec un autre véhicule à l'intersection où Amy voulait tourner de la 476e rue vers la première rue. Selon cette version, Amy aurait pu s'arrêter sur le bord de la route pour échanger des informations. Après quoi, cette situation mystérieuse s'est produite. Le lendemain matin, à environ 1 kilomètre de l'endroit où la voiture a été trouvée, des vêtements et des chaussures sont découverts. Les policiers apportent les trouvailles immédiatement à la mère d'Amy pour identification. Et la femme confirme que les affaires appartiennent à sa fille. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune trace de saleté sur les vêtements trouvés. Ils sont complètement secs, tout comme les chaussures. Cela semble étrange aux autorités de la loi, étant donné la pluie récente. On suppose que ces objets ont été déposés après la découverte du véhicule. Cela suggère que quelqu'un aurait pu revenir sur les lieux pour éliminer des preuves. Les enquêteurs examinent attentivement les enregistrements des caméras de surveillance des magasins et des distributeurs automatiques à proximité du bar Smoky Joe. Mais Amy n'apparaît sur aucun d'eux. Puis, un indice inattendu tombe entre les mains des forces de l'ordre. La voiture d'Amy Willard est retrouvée abandonnée à une sortie d'autoroute dans une petite localité. Après la disparition d'Amy Willard, la police demande l'aide du public. L'un des témoins qui se manifeste est Andrew Buck, âgé de 23 ans. Il rapporte qu'il était sur l'autoroute 476 cette nuit-là et a remarqué quelque chose de suspect près de la voiture d'Amy. La police connaissait Buck, car quelques années plus tôt, il avait été accusé de s'être fait passer pour un représentant de la loi. Selon les témoins, Buck activait le signal de la sirène, ordonnait au conducteur de s'arrêter et montrait ensuite une carte d'identité. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demandait-il à ceux qui l'arrêtaient. Mais l'un de ces jours, un des conducteurs l'a signalé à la police. Mais l'affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux.
Buck attire immédiatement l'attention des enquêteurs car il soupçonne qu'il aurait pu utiliser une méthode similaire avec Amy Willard. Selon Patrick Penn, un représentant du bureau du procureur des États-Unis, le retour sur les lieux du crime est souvent typique des personnes qui commettent des actes illégaux. Cela peut être lié à la curiosité ou à d'autres motifs. Puisque les criminels reviennent souvent sur les lieux importants pour mieux comprendre la situation. Dans le cas d'Amy Willard, les événements évoluent rapidement. Moins d'un jour après sa disparition, des enfants qui jouent sur un parking abandonné au nord de Philadelphie font une découverte inquiétante. Ils trouvent la silhouette d'une femme allongée dans l'herbe. Les parents d'Amy la reconnaissent grâce au tatouage caractéristique sur sa cheville. Gail Willard, la mère d'Amy, partage ses sentiments. Elle décrit le jour de l'incertitude comme le plus difficile. Lorsque la nouvelle de la découverte à Philadelphie arrive, Gail ressent curieusement un soulagement. Maintenant, les enquêteurs ont la possibilité de clarifier ce qui s'est passé. Personne ne pouvait la ramener à la vie, mais au moins maintenant, elle était proche, dit Gail. L'examen médical révèle des détails sur l'état d'Amy. La jeune fille, mesurant 1,58 m et pesant 54 kg, est décédée selon les experts vers 7 heures du matin, environ 5 heures après sa disparition. La cause en est plusieurs blessures à la tête. Initialement, les enquêteurs supposent que cela pourrait être un acte passionnel ou une situation entre personnes connues. Ils n'excluent pas non plus que quelqu'un ait suivi Amy et ait ensuite tenté de brouiller les pistes en laissant des traces ailleurs. L'enquête révèle un motif et ils trouvent des échantillons d'ADN du coupable au cours des investigations. Les échantillons d'ADN sont envoyés pour analyse. Essentiellement, les enquêteurs ont une trace génétique et ils doivent maintenant déterminer à qui elle appartient. L'expert médical note également un motif inhabituel sur la partie supérieure du corps d'Amy, dont la nature reste obscure pour les enquêteurs. Parallèlement, les techniciens de la police examinent les traces de pneus trouvées sur les lieux. Elles appartiennent à des pneus Firestone de 13 pouces, modèle 440, habituellement montés sur de petites voitures compactes. L'affaire avec la voiture d'Andrew Buck ne donne aucun résultat. Les pneus ne correspondent pas et la perquisition de sa maison ne donne rien. Andrew Buck est officiellement retiré de la liste des suspects après la comparaison des échantillons biologiques. En raison de l'absence d'autres indices, l'enquête stagne. 1 an après le triste incident avec Amy Willard, un nouveau cas apparaît. La jeune Patty Jordan, âgée de 19 ans, signale un comportement étrange d'un conducteur sur la route. Selon elle, un inconnu l'a suivie après qu'elle ait quitté une boîte de nuit. Alors qu'elle s'arrêtait à un feu, quelqu'un a percuté sa voiture. Effrayée, Patty a continué sa route sans vérifier. L'inconnu a tenté de la faire se garer sur le bord de la route, l'a finalement dépassée, et Patty a réussi à mémoriser la plaque d'immatriculation de sa voiture. Il s'avère que la voiture appartient à Arthur Omar, âgé de 38 ans, qu'il a enregistrée il y a 20 ans. En 1978, il a été condamné au Nevada pour un crime grave et a été condamné à perpétuité. Étonnamment, il a été libéré après seulement 11 ans. Dale, un spécialiste des analyses criminelles, exprime son incompréhension quant à la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Selon lui, certaines personnalités ne changent pas, et Arthur Borr en fait partie. Il a un passé de 20 ans de conflits avec la loi, y compris des incidents avec des femmes. Dale le décrit comme quelqu'un qui a une profonde aversion pour les femmes et qui cherche à leur faire du mal. L'histoire de cet homme montre son besoin d'affirmation de soi et de se sentir important. Les enquêteurs soupçonnent que ces actes pourraient être une forme de vengeance. L'enquête prend une tournure inattendue lorsqu'il est révélé que le jour de la disparition d'Amy Willard,
la police locale a arrêté un vagabond pour un entretien. Cela s'est passé à quelques rues de l'endroit où des indices de l'incident ont été trouvés plus tard. Cela suscite l'intérêt des enquêteurs et ils commencent à chercher cet homme pour obtenir des explications supplémentaires. Mais le retrouver s'avère difficile. 1 an après l'incident avec Amy Willard, un vol de voiture a lieu en ville. Selon la description de la victime, le suspect est un certain Arthur Bondard, déjà en conflit avec la loi. Mais il reste introuvable. Peu de temps après, une autre femme signale une tentative de cambriolage dans son appartement au 3e étage. Le suspect arrêté se fait appeler Peter Thomas Love. On trouve sur lui les clés d'une Honda garée à proximité. Une vérification révèle que la plaque d'immatriculation est enregistrée au nom d'Arthur Bohr et appartient à une Ford de 1993. D'autres enquêtes révèlent que Peter Thomas Love est un faux nom et qu'il s'agit en réalité d'Arthur Omar. Une question se pose. Pourquoi la plaque d'immatriculation d'Omar est-elle sur la Honda et non sur sa Ford? La réponse est troublante. La voiture a été illégalement acquise. Elle appartient à Mary Owens, une habitante de la ville âgée de 25 ans, dont la disparition a été signalée par ses proches il y a 3 mois. Ce matin-là, Mary devait se rendre au travail, mais elle n'est jamais arrivée. L'affaire de Mary Owens soulève de nombreuses questions auprès de la police. Ils croient que quelque chose est arrivé à la jeune femme pendant son trajet sur l'autoroute 476, la même autoroute où l'incident avec Amy Willard a eu lieu. Un fait intéressant. Dans le coffre de la voiture de Mary, ils trouvent des traces ressemblant à un liquide séché. Et sur le siège avant se trouve un petit animal. Les pare-chocs du véhicule présentent des rayures légères qui ressemblent aux dommages sur la voiture d'Amy. Arthur Amar attire immédiatement l'attention des enquêteurs en raison de la disparition de Mary. Il considère maintenant sérieusement sa possible implication dans l'incident avec Amy. Lorsqu'il est invité à un entretien, il déclare « Je suis prêt à raconter tout ce qui vous intéresse, mais je vous demande de ne pas me montrer à la télévision. Après tout, aucune accusation officielle n'a été portée contre moi. » Arthur Amar prétend qu'il était à une fête d'anniversaire le soir de la disparition d'Amy et non dans un bar. Selon lui, il passait du temps avec sa famille, bien qu'il soit découvert plus tard qu'il s'agissait d'une femme avec un enfant qu'il voyait. Cependant, une employée du bar contredit cela et affirme l'avoir vu au Smoky Joe cette nuit-là. 1 an après l'incident avec sa fille, Gail Willard, qui travaille comme infirmière de secours, demande à voir les photos des blessures d'Amy. Après avoir examiné l'image de ce que les autorités qualifient de modèle, elle exprime une opinion différente. Selon elle, la marque est irrégulière et ressemble à une empreinte. Après avoir reçu ces informations, la police commence immédiatement à rechercher la Ford, le véhicule qu'Arthur conduisait lors de la disparition d'Amy. Les résultats de la recherche sont toutefois décevants. Les enquêteurs font preuve de persévérance et suivaient la piste du camion de remorquage. En contactant l'entreprise correspondante, ils découvrent l'emplacement du véhicule d'intérêt. Arrivés sur place, les forces de l'ordre découvrent une Ford verte qui est restée presque 1 an dans un champ à côté de l'équipement de l'entreprise de remorquage. Cette découverte constitue une piste potentiellement importante qui n'a pas encore été examinée en profondeur. Lors de l'inspection extérieure du véhicule, de légers dommages à l'avant du pare-choc sont constatés. Une attention particulière est accordée à un pneu, un Firestone de 13 pouces de 440 mm. Ce détail s'avère extrêmement important car il correspond à l'empreinte trouvée précédemment sur la scène du crime. Un expert en traces dissimulées d'un institut spécialisé confirme la correspondance non seulement de la marque, du modèle et de la taille du pneu, mais aussi du degré d'usure.
Bien que la voiture soit restée longtemps à l'extérieur sans toit, ce qui peut compliquer la recherche d'indices, les enquêteurs ne perdent pas espoir. Un fait intéressant est que l'homme lié à l'affaire travaillait auparavant dans une salle d'opération où il aurait pu apprendre des méthodes de nettoyage minutieuses. Comme aucune nouvelle piste n'a été trouvée lors de la première inspection, les agents décident de procéder plus en profondeur. Selon Alan Stewart, un policier de Pennsylvanie, il démonte littéralement le véhicule en pièces. Il retire les sièges, le tapis et aspire soigneusement l'intérieur. Lors du démontage de la garniture de porte, de petites traces de matière biologique sont trouvées. Une analyse en laboratoire confirme que les traces trouvées sur la porte passager appartiennent à Amy Willard. Mais la plus grande surprise attend les enquêteurs lorsqu'ils soulèvent à la voiture pour la remorquer. La lumière du soleil, qui tombe sur la partie inférieure du véhicule, met en évidence quelque chose d'inhabituel sur le carter d'huile. L'histoire d'Amy Willard et les événements mystérieux autour d'elle attirent l'attention des forces de l'ordre. Tout commence au bar Smokey Joe, où Arthur Omar, selon les enquêteurs, remarque la fille pour la première fois. On pense qu'il la suit ensuite sur l'autoroute 476 alors qu'elle rentre chez elle. L'enquête révèle une série de coïncidences étranges. Des dommages similaires sont constatés sur les pare-chocs de 2 voitures, comme si elles étaient entrées en collision. Les experts prêtent attention à des traces inhabituelles sur la scène du crime, qui, selon eux, pourraient provenir de pneus Firestone, similaires à ceux de la voiture d'Omar. L'expertise médico-légale révèle une série de détails énigmatiques. Sur Amy, des marques étranges sont trouvées, dont la nature soulève de nombreuses questions. Un expert de l'Institut de pathologie des forces armées ne confirme cependant pas le lien entre ces marques et certaines preuves trouvées sur la scène du crime. La preuve la plus convaincante est les résultats de l'analyse ADN. Les traces biologiques trouvées sur la scène du crime correspondent au profil ADN d'Arthur Omar, ce qui constitue un tournant dans l'enquête. Peu avant le procès, une autre découverte inattendue a lieu. Dans le comté voisin de Bucks, en Pennsylvanie, des restes sont trouvés, qui appartiendraient à Mary Owens. Fait intéressant, Omar est arrêté au volant d'une voiture appartenant à Owens. Le lieu de la découverte des restes se trouve à moins de 30 km de la maison d'Omar et à 48 km de l'endroit où Amy a été vue pour la dernière fois. Le destin de Mary ressemble à l'histoire d'Amy. Pendant les audiences, les avocats d'Omar tentent d'expliquer son comportement par une enfance difficile et des troubles du développement. Au cours du procès, des situations tendues surviennent fréquemment, nécessitant l'intervention du service de sécurité en raison d'explosions émotionnelles en dehors de la salle d'audience. Les proches de l'accusé expriment ouvertement leur mécontentement face à la couverture médiatique. Son demi-frère et sa mère se heurtent aux journalistes qui couvrent le procès. Finalement, le tribunal prononce une condamnation sévère contre Arthur pour ses actes. La réaction d'Omar au verdict est choquante. Il se tourne vers la mère d'Amy et fait des gestes inappropriés. Ses paroles à Madame Willard et à ses enfants suscitent de sérieuses préoccupations. Après la clôture de l'affaire, le procureur Patrick Meehan décrit Arthur comme un individu extrêmement dangereux et remarque qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi impitoyable et froid dans sa carrière. Gail Willard, la mère d'Amy, exprime l'opinion qu'Arthur ne mérite pas l'attention du public et le qualifie de personne extrêmement désagréable. Il est remarquable de constater le rôle important que les méthodes scientifiques ont joué dans l'enquête. Sans analyse ADN et autres preuves matérielles, il aurait été beaucoup plus difficile pour les forces de l'ordre d'obtenir des résultats dans cette affaire difficile. Une fille est sortie se promener et a disparu dans des circonstances mystérieuses. La police a immédiatement commencé les recherches et a rapidement trouvé des pistes inquiétantes.
Cependant, l'affaire est restée non résolue pendant 30 ans, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent finalement quelques détails. Néanmoins, de nouvelles questions ont émergé. Melissa Trumbull est née le 1er mars 1977 à Lawrence, Massachusetts. Un mois après sa naissance, ses parents biologiques l'ont mise en adoption. Ses nouveaux parents étaient Janet et Robert Trumbull. Melissa a grandi dans la ville voisine de Salem. Elle était très active, s'intéressait à la mode et au chant, et aimait lire depuis son plus jeune âge. À l'école, elle avait beaucoup d'amis. Et après les cours, elle fréquentait souvent une organisation similaire aux Boy Scouts, mais pour les enfants des deux sexes. Lorsque Melissa avait 9 ans, ses parents adoptifs ont divorcé et son père a cessé de s'occuper d'elle. Après un certain temps, sa mère a commencé à sortir avec un autre homme nommé Robert, qui ne vivait pas avec eux. Le 11 septembre 1988, Melissa et sa mère se sont rendues à Lawrence, où Janet prévoyait de rencontrer Robert. Elles allaient souvent dans un bar local, et Janet emmenait souvent sa fille car elle n'avait personne pour la garder. Normalement, la mère permettait à Melissa de jouer dehors parce que la fille s'ennuyait en restant assise dans le bar. Janet l'avertissait de ne pas s'éloigner, et Melissa passait du temps dans les rues adjacentes. Comme elle fréquentait souvent ce bar, la fille connaissait les enfants du quartier et jouait souvent avec eux. Ce jour-là, Melissa passait du temps dehors et rendait visite à sa mère de temps en temps. Lors d'une de ces visites, le barman lui a préparé du pop-corn et la fille a dit qu'elle reviendrait bientôt. Mais elle n'est jamais retournée au bar. Vers 4 heures de l'après-midi, sa mère a commencé à s'inquiéter car Melissa était partie depuis longtemps. Elle est sortie, a vérifié la voiture, mais sa fille n'était nulle part. Ensuite, avec Robert, ils ont commencé à la chercher en parcourant rue par rue. Ils n'ont pas réussi à trouver Melissa et après quelques heures, vers 9 heures du soir, Janet a décidé d'appeler la police. Les agents ont immédiatement commencé à chercher, mais ils n'ont pas non plus pu trouver la fille. L'obscurité a rendu la tâche beaucoup plus difficile, mais la police a continué à chercher Melissa jusqu'à tard dans la nuit. Ils ont également envisagé la possibilité que la fille ait pu s'enfuir. Cependant, sa mère a insisté sur le fait que Melissa avait peur du noir et n'aimait pas être seule. Elle ne se serait donc jamais enfuie. Le lendemain, la localisation de Melissa restait inconnue et les recherches se sont poursuivies. Vers 3 heures de l'après-midi, un travailleur ferroviaire a appelé la police. Il effectuait une inspection de l'ancien nœud ferroviaire, situé à seulement quelques centaines de mètres du bar. Ce nœud était assez grand, avec 8 voies à son point le plus large, dont beaucoup n'étaient non plus utilisées. Entre les wagons vides, il a remarqué quelque chose d'étrange. En s'approchant, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé un indice important et l'a immédiatement signalé à la police. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont rapidement compris qu'ils avaient trouvé Melissa Tremblay. De plus, près des indices se trouvait un sac à main avec son nom, ce qui a confirmé leurs soupçons. Les enquêteurs ont trouvé des preuves sur les rails, qui étaient encore en service, et ont remarqué qu'elles avaient été endommagées par un train. Ils ont soupçonné que les dommages avaient été causés par le passage d'un train, car ce tronçon de la voie était en service. Cependant, des doutes sont immédiatement apparus quant à savoir si c'était vraiment la cause de la disparition. L'enquêteur principal a remarqué certains points étranges qui ne correspondaient pas à cette version. Premièrement, le sac à main, dans lequel une carte portant le nom de Melissa a été trouvée, était à presque 20 mètres du lieu présumé du crime. Si la disparition avait été causée par un accident sur les rails, le sac à main n'aurait guère pu se trouver aussi loin. Deuxièmement, l'enquêteur a remarqué de nombreuses traces sur le sol près du sac à main et quelques marques d'un rouge bordeaux vif. Cela l'a amené à penser que l'incident n'était pas un accident. Il est probable que tout se soit passé à cet endroit et qu'un auteur inconnu ait ensuite apporté les preuves sur les rails
pour donner l'impression d'un accident. Un autre facteur indiquant un crime était le lieu lui-même. Le nœud ferroviaire, avec ses dizaines de wagons vides, attirait souvent des sans-abri et ceux qui cherchaient un endroit isolé pour des activités douteuses. Par conséquent, l'enquêteur soupçonnait que quelqu'un de ce groupe pourrait être impliqué dans l'affaire. Les preuves trouvées ont été remises à des experts médicaux, et la police a immédiatement commencé à chercher d'autres indices. Aucun indice n'a pu être trouvé sur le lieu où Melissa a été retrouvée. Alors les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur la recherche de témoins pour reconstituer la chronologie des événements. Ils ont d'abord parlé à un employé de la compagnie ferroviaire qui a rapporté qu'1 jour avant l'incident, il avait vu une fille ressemblant à Melissa près des voies, Armin. Il l'avait avertie des dangers de rester sur les voies, et la fille était partie. Ensuite, les policiers se sont adressés à une femme qui vit près d'un bar et qui connaît Melissa depuis de nombreux mois. Ses enfants étaient amis avec Melissa et la fille leur rendait souvent visite. Ce jour-là, Melissa était venue chez elle pour inviter les enfants à jouer. Mais la femme ne les avait pas laissés partir parce que les enfants s'étaient mal comportés et Melissa était partie seule. Bientôt, les enquêteurs ont trouvé un autre témoin qui a fourni le premier indice significatif. Il a rapporté qu'il avait vu une fille ressemblant à Melissa près d'une camionnette, à une intersection près du nœud ferroviaire. La fille parlait avec le conducteur. Le témoin a décrit l'homme comme étant grand et d'apparence désagréable, d'environ 30 ans, avec des cheveux foncés et une grande barbe. La camionnette était vieille, marron et rouillée. Les policiers ont suspecté que cet homme pourrait être lié à l'incident et ont commencé à chercher des véhicules similaires. Les experts médicaux ont examiné les preuves et ont déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'affaire a été requalifiée en crime de premier degré et les enquêteurs ont commencé à chercher le coupable. Ils n'avaient qu'une seule piste, la description d'une camionnette vue près de Melissa peu avant sa disparition. La police a commencé à chercher des véhicules similaires, mais elle se heurtait constamment à des obstacles. Le problème était qu'il était presque impossible de lier le propriétaire au crime, même s'il trouvait la bonne camionnette, sans aveu. À cette époque, l'analyse ADN n'était pas utilisée et il n'y avait pas d'autres preuves dans la camionnette, comme les affaires de Melissa ou des empreintes digitales. La police a également essayé de trouver de nouveaux témoins et a interrogé des centaines de résidents, mais sans succès. La recherche de la camionnette et d'autres indices a duré plusieurs mois, mais finalement l'affaire s'est arrêtée. L'affaire Melissa a été largement discutée dans les médias et le public a commencé à blâmer sa mère. Les gens étaient indignés que la femme laisse sa fille se promener seule, surtout près d'un endroit aussi dangereux qu'un carrefour ferroviaire abandonné. Ils étaient encore plus indignés que la mère soit dans un bar à ce moment-là. Les journaux ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Janet avait des problèmes d'alcool après le divorce et négligeait ses devoirs parentaux. Le public a également blâmé les services sociaux pour leur inaction, car ils n'étaient pas intervenus. Janet a refusé de parler aux journalistes et de répondre à leurs questions. Le centre d'accueil a déclaré qu'il était au courant de la situation difficile de la famille et avait essayé d'aider, mais n'avait pas pensé à prendre Melissa en charge. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient de se concentrer sur la recherche de la camionnette, la seule piste qui pouvait aider dans l'enquête. Ils ont examiné de nouvelles théories et hypothèses pour essayer de faire avancer l'affaire. Mais chaque nouvelle piste menait à une autre impasse, et l'enquête n'avançait pas. En 2000, 12 ans après l'incident, les enquêteurs avaient un premier suspect sérieux. Tommy Lynn, qui avait avoué 22 épisodes criminels, suscita l'intérêt des enquêteurs dans l'affaire Melissa car beaucoup de ses actes correspondaient aux détails de cet incident. De plus, Tommy ressemblait au conducteur de la camionnette qui avait été vu près de la fille, et il passait souvent la nuit dans des wagons vides en voyageant à travers différents États. Cependant, malgré toutes les coïncidences, les enquêteurs ne purent en trouver aucune preuve que Tommy se trouvait près de Laurence à cette époque,
Au contraire, ils conclurent qu'il se trouvait dans un autre état. La police a réexaminé l'affaire de nombreuses fois et a examiné des suspects possibles, mais sans succès. La situation ne changea pas pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2013, une nouvelle piste apparut. Les enquêteurs, qui arrêtèrent un homme de Lawrence dans une autre affaire, entendirent de lui des informations sur l'incident avec Melissa. L'homme raconta qu'en 1988, lorsqu'il avait 13 ans, il commettait de petits délits avec des voitures. Le jour de la disparition de Melissa, il remarqua une fille assise sur les marches d'un bar, à côté d'un homme nommé Mike. Le témoin connaissait Mike et savait qu'il avait une réputation douteuse. Après être passé, il revint 10 minutes plus tard et vit la fille partir avec Mike et un autre homme qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait gardé le silence pendant 25 ans, l'homme expliqua qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la police. Après avoir appris l'incident et reconnu qu'il avait vu la fille en question, il en discuta avec son frère, qui lui conseilla de ne pas s'impliquer. Cependant, les enquêteurs découvrirent immédiatement une grave contradiction dans son histoire. Le témoin affirmait avoir vu la fille le soir quand il faisait noir, tandis que sa recherche commença vers 4 heures de l'après-midi, quand il faisait encore jour. Étant donné que tout le monde dans le bar savait qu'elle avait disparu et que sa mère l'avait cherchée pendant plusieurs heures, il était improbable que la fille soit assise sur les marches du bar, sans être remarquée. La police soupçonna que le témoin avait pu voir une autre fille, ou que sa déclaration n'était pas vraie. Malgré ces doutes, ils enquêtèrent sur la possible implication de Mike, mais sans progrès dans cette direction. En 2014, il a été décidé de rouvrir une ancienne affaire, basée sur le témoignage d'un témoin. À ce moment-là, l'analyse de l'ADN était largement utilisée et les enquêteurs espéraient que les experts trouveraient de nouvelles preuves. Ils ont commencé par examiner les vêtements de Melissa et d'autres objets, mais n'ont trouvé aucun ADN étranger dessus. Parmi les preuves, il y avait des échantillons de sous les ongles qui ont également été analysés. Les experts ont effectivement trouvé des particules de peau étrangères qu'ils ont envoyées au laboratoire. Mais ici, un nouveau problème est apparu. Ils n'ont réussi à obtenir qu'un profil partiel d'un homme inconnu, ce qui n'était pas suffisant pour rechercher dans les bases de données. Les enquêteurs ne se sont pas découragés et se sont tournés vers une entreprise de généalogie. Les spécialistes ont examiné l'échantillon et ont commencé à chercher des propriétaires possibles dans les bases de données disponibles. Le travail était difficile car l'échantillon partiel ne permettait pas une identification précise de la personne. Cependant, ils ont trouvé un parent possible du propriétaire de l'échantillon et sont tombés sur la famille McClinton. Les enquêteurs ont commencé à examiner les membres de cette famille pour identifier le coupable possible. Cela a pris plusieurs années en raison de l'absence d'un profil complet d'ADN. Ils ont vérifié qui aurait pu être à Lawrence en 1988, correspondant à l'âge et à d'autres paramètres. Enfin, ils ont réduit le cercle à 2 frères, dont l'un était Marvin McClinton. Il vivait en Alabama, mais à la fin des années 80, il avait vécu à 20 minutes de Lawrence et avait travaillé comme charpentier. De plus, il fréquentait souvent une église près du bar où Melissa avait été. Marvin avait également travaillé comme gardien de prison pendant environ 30 ans, bien que par intermittence. Et en 88, il était dans une de ses pauses. Les enquêteurs ont découvert qu'il possédait à l'époque une vieille fourgonnette marron. Il est remarquable qu'il n'ait pas eu de casier judiciaire, à part de nombreuses amendes pour non-port de la ceinture de sécurité. Marvin avait été marié 2 fois, mais les 2 femmes l'avaient quitté. Il avait 2 fils de son premier mariage avec lesquels il n'avait pas de relations étroites. Pendant que les enquêteurs cherchaient un suspect, la mère de Melissa n'a jamais attendu que l'affaire soit résolue. Elle a longtemps lutté contre sa maladie et n'a jamais découvert qui était responsable de la disparition de sa fille. Après avoir rassemblé toutes les informations possibles sur Marvin et ses proches, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion qu'il était probablement le coupable.
En 2021, les enquêteurs se sont rendus en Alabama pour interroger Martin sur les événements de la fin des années 80. Lorsqu'il s'est agi de l'incident avec Melissa, il a catégoriquement nié sa participation. Cependant, lorsqu'il a appris que l'ADN de l'un de ses proches parents avait été trouvé sur les preuves, Martin a supposé que cela pouvait être son frère. La même année, Martin a volontairement donné un échantillon d'ADN. Mais les experts n'ont pas pu trouver de correspondance complète. Le profil ADN partiel trouvé sous les ongles de Melissa indiquait que Martin était soit l'auteur du crime, soit étroitement lié à lui. Après avoir examiné tous ses proches parents masculins, les enquêteurs ont déterminé qu'aucun d'entre eux n'avait la possibilité de commettre ce crime. Les soupçons sont revenus sur Martin. Sachant qu'il serait difficile d'obtenir une condamnation sans une correspondance ADN complète, ils ont passé une année supplémentaire à chercher des preuves supplémentaires. Les enquêteurs ont également examiné Mike, l'homme qu'un garçon de 13 ans avait prétendument vu avec une fille ressemblant à Melissa sur les marches d'un bar. Après avoir obtenu son échantillon d'ADN, les experts ont déterminé qu'il ne pouvait pas être la personne dont les particules de peau avaient été trouvées sous les ongles. Mike a été définitivement retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs ont continué à rendre visite à Martin et à lui poser diverses questions. En avril 2022, ils ont décidé de l'arrêter malgré ses protestations continues d'innocence. Lors de son arrestation, Martin a fait un commentaire suspect. « Au moins, j'ai reçu 20 ans de ma pension. » À ce moment-là, il avait 74 ans et a été envoyé en prison en attendant son procès. Le juge l'a placé sous surveillance constante, car d'autres détenus avaient appris de quoi il était accusé et qu'il avait auparavant travaillé comme gardien de prison. Faute de preuves concluantes, l'accusation s'est appuyée sur le processus d'exclusion. L'ADN d'un membre de la famille de Martin a été trouvé sous les ongles de Melissa, mais aucun de ses proches parents n'avait la possibilité de commettre le crime. Quant aux parents éloignés, la correspondance de leur ADN n'était pas aussi claire et les experts ont pu le déterminer facilement. De plus, l'accusation a souligné qu'en 1988, Martin fréquentait souvent une église dans la même rue que le bar, possédait une camionnette similaire et correspondait à la description d'un témoin qui avait vu une fille à côté de son véhicule. Le procès a commencé en décembre 2022. L'avocat de l'homme a immédiatement souligné que l'absence d'un profil ADN complet du coupable ne pouvait pas confirmer la culpabilité de son client. Ensuite, l'avocat a appelé 2 de ses experts. Le généticien a expliqué que la correspondance d'un profil ADN partiel avec une famille n'exclut pas que l'échantillon puisse appartenir à des parents éloignés, dont chaque personne peut avoir des centaines et des milliers. Martin lui-même a refusé de témoigner pour sa défense, et à la fin du mois de décembre, les jurés ont commencé leur délibération. Cela a duré presque une semaine et le 27 décembre, ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas pu parvenir à une décision unanime. Certains jurés pensaient que sans profil ADN complet, Martin ne pouvait pas être déclaré coupable sans aucun doute, et le juge a dû déclarer le procès comme nul. Début 2024, le procureur a déclaré qu'il chercherait un nouveau procès. Celui-ci commencera le 30 septembre 2024. Et jusqu'à ce moment-là, Martin restera en prison. Il a maintenant 76 ans et a quelques problèmes de santé, ce qui augmente la probabilité qu'il ne puisse pas attendre jusqu'après le nouveau procès. Si le tribunal ne parvient toujours pas à le déclarer coupable, il pourrait être libéré et l'affaire de Melissa resterait non résolue. Il s'est passé un incident dans la paisible petite ville d'Oklahoma qui a bouleversé les habitants locaux. L'histoire a commencé un soir ordinaire de mai 1997, lorsqu'une mère mettait comme d'habitude ses filles au lit. Mais le matin du lendemain apporta une découverte inattendue. L'une des filles avait mystérieusement disparu de son lit. Quand les enquêteurs ont pris en charge l'affaire, il devint clair que l'enfant ne pouvait pas avoir quitté la maison volontairement. Malgré des indices prometteurs trouvés sur les lieux, l'enquête a duré de nombreuses années.
quand les enquêteurs ont enfin résolu ce mystère, le résultat a choqué tous les impliqués. Le personnage principal de cette histoire était Kirsten Hitzfeld, née le 12 février 1988 dans la petite ville de Berstadt. Le destin de la jeune fille n'a pas été facile dès le début. Son père a quitté la famille, peu de temps après sa naissance. La mère de Kirsten, Shannon, a dû emménager avec sa fille chez ses parents. Après 2 ans, elles ont trouvé leur propre maison. Bientôt, un nouvel homme est apparu dans la vie de Shannon, et de cette union est née une autre fille, Faith. Mais ce mariage non plus n'a pas duré longtemps et la femme s'est retrouvée seule avec 2 enfants. Malgré son jeune âge, Kirsten s'est révélée être une sœur aînée attentionnée, aidant sa mère à s'occuper de Faith. Cela l'a rendue très autonome pour son âge. Les sœurs partageaient une chambre tandis que leur mère dormait dans la pièce voisine. Le soir fatidique du 13 mai 1997, alors que Kirsten avait 8 ans et Faith 3 ans, Shannon a mis ses filles au lit comme d'habitude. Elle leur a lu une histoire jusqu'à ce que la plus jeune s'endorme. Pour ne pas la réveiller, la femme a souhaité une bonne nuit à sa fille aînée et est allée dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte, au cas où l'une des filles appellerait pendant la nuit. Vers 3 heures du matin, Shannon s'est soudainement réveillée à cause de bruits étranges venant de la chambre des enfants. Pensant que ses filles s'étaient réveillées, elle est allée vers leur chambre. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, les bruits cessèrent. Elle pensa que les filles s'étaient rendormies et s'apprêtaient à retourner se coucher. Puis, elle remarqua une chose inhabituelle. La porte de la chambre des enfants était complètement fermée, bien qu'elle soit habituellement entr'ouverte. La mère pensa que peut-être l'une des filles avait fermé la porte ou qu'elle avait oublié de la laisser ouverte. Shannon ouvrit légèrement la porte mais décida de ne pas entrer pour ne pas perturber le sommeil des enfants. Le lendemain matin commença comme d'habitude. Vers 6h30, Shannon alla réveiller ses filles. En entrant dans la chambre, elle ne trouva que la plus jeune, Faith, dans le lit. À la question de savoir où était Kirsten, Faith ne put répondre. La mère inquiète fouilla toute la maison, mais sa fille aînée était introuvable. En espérant que Kirsten soit peut-être allée chez son grand-père, qui habitait à proximité, Shannon appela son père. Mais lui non plus n'avait pas vu sa petite fille. Lorsque Shannon réalisa la gravité de la situation, elle se tourna vers la police. Les enquêteurs arrivés sur place pensèrent d'abord que la jeune fille pouvait s'être cachée quelque part dans la maison ou être partie se promener. Dans leur petite ville tranquille, de tels incidents avec des enfants, surtout depuis leur propre maison, n'avaient jamais eu lieu. Mais il devint bientôt clair que la situation était beaucoup plus compliquée qu'on ne l'avait initialement supposé. En fouillant la chambre de Kirsten, les enquêteurs découvrirent sur le rebord de la fenêtre des traces qui suscitaient une grande inquiétude. En fouillant autour de la maison, les policiers trouvèrent près de la fenêtre un vêtement de la jeune fille avec des traces, que Shannon confirma être celles de sa fille. Quand les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux, ils se trouvèrent face à une situation inquiétante qui indiquait la possible disparition d'un enfant. Des forces supplémentaires furent immédiatement mobilisées pour soutenir les investigations. La mère de la jeune fille raconta aux agents un bruit étrange qui l'avait réveillée vers 3 heures du matin. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprit que ce moment pouvait être lié à la disparition de sa fille. Les recherches autour de la maison n'aboutirent à aucun résultat et les enquêteurs commencèrent à interroger les voisins. Malheureusement, personne ne remarqua rien d'inhabituel cette nuit-là. Le seul indice était le témoignage d'un voisin qui avait entendu aboyer un chien vers 3 heures du matin, ce qui correspondait à l'heure présumée de l'incident. Faute de pistes claires, les enquêteurs se tournèrent vers un psychologue pour enfants afin de parler avec Faith, la sœur cadette de 3 ans de la disparue Kirsten. Malgré son jeune âge, la fillette semblait avoir été témoin de l'incident, mais elle ne pouvait que répéter qu'un homme méchant avait emmené sa sœur.
Cela confirmait la nature involontaire de la disparition de Kirsten, mais n'apportait aucun détail supplémentaire pour identifier le possible coupable ou l'endroit où se trouvait la jeune fille. Au début, les soupçons se portèrent sur quelqu'un du proche entourage de Kirsten, car il semblait peu probable qu'un étranger ait pu entrer dans sa chambre sans être remarqué. Sur la base de cette théorie, les enquêteurs découvrirent que la mère de la jeune fille avait des problèmes avec des substances interdites. Les enquêteurs n'excluaient pas que la disparition puisse être liée à cela. L'hypothèse émergea que Shannon pouvait avoir des dettes envers des personnes indésirables, qui auraient pu exiger un remboursement de cette manière. Une autre théorie, encore plus inquiétante, fut également envisagée. Les enquêteurs considérèrent la possibilité que la mère soit impliquée dans la disparition de sa fille. Cette hypothèse, bien qu'elle semble peu probable, nécessitait une vérification approfondie dans le cadre de l'enquête globale sur la mystérieuse disparition de Kirsten. Les autorités décidèrent de s'adresser au public via les médias, espérant obtenir des indices liés à cette affaire. La réaction ne se fit pas attendre. De nombreux appels affluèrent à la police. Les enquêteurs examinèrent chaque signalement avec soin, bien que la plupart ne contiennent aucune information précieuse. Cependant, les enquêteurs tombèrent bientôt sur une piste inquiétante. Une des appelantes exprima des soupçons envers son partenaire. Selon ses dires, il mentionna le nom de Kirsten de manière menaçante lors d'une dispute. Cet homme attira particulièrement l'attention de la police lorsqu'il fut révélé qu'il connaissait l'oncle de la fille. Cette découverte souleva de nouvelles questions. La maison où Kirsten vivait avec sa mère et sa sœur appartenait auparavant à ce parent. Les enquêteurs supposèrent que le suspect connaissait le plan de la maison. De plus, cet homme avait déjà eu des ennuis avec la loi par le passé. Lors de l'interrogatoire, l'homme affirma cependant qu'il se trouvait dans un bar la nuit où Kirsten disparut. Son témoignage fut corroboré par plusieurs témoins qui déclarèrent l'avoir vu là-bas, jusqu'à environ 4 heures du matin. En même temps, les enquêteurs s'entretenaient avec Shannon, la mère de la fille. Elle insista sur le fait qu'elle n'aurait jamais permis que quelque chose arrive à sa fille. Malgré ses protestations, les enquêteurs hésitèrent à la disculper des soupçons, bien qu'ils ne trouvèrent aucune preuve de son implication dans l'incident. L'absence de bruit au moment de la disparition de Kirsten resta un mystère pour les enquêteurs. Ils continuèrent d'examiner toutes les théories possibles pour résoudre le mystère de cette affaire inexplicable. Après le premier signalement de sa disparition, les autorités examinèrent de nombreuses hypothèses, mais toutes se révélèrent infructueuses. L'enquête s'étira sur plusieurs mois, et l'espoir d'une fin heureuse s'amenuisait de jour en jour. Shannon, la mère de la fille, ne pouvait pas rester inactive. Dès le début, elle fit tout pour retrouver sa fille. Elle parlait aux médias locaux, distribuait des tracts et vérifiait même certaines théories par elle-même. Mais ses efforts rencontraient souvent des obstacles inattendus. Pour sensibiliser le public, Shannon s'adressa aux entreprises locales et leur demanda d'afficher des informations sur Kirsten. À sa grande surprise, beaucoup refusèrent, invoquant la politique de l'entreprise. Ses tentatives de rencontrer le gouverneur de l'État échouèrent également. Sans perdre espoir, Shannon organisa un petit centre de coordination pour les volontaires. Leur tâche principale était de diffuser des informations et d'interagir avec les médias. Mais là encore, il y eut des problèmes. Certains bénévoles abusèrent de la confiance, d'autres profitèrent de la situation pour se promouvoir. Réalisant que son approche était limitée, Shannon décida de changer radicalement de stratégie. Elle alla à l'université, obtint un diplôme en criminologie et commença à travailler dans la probation. Cette décision n'était pas seulement motivée par le désir de savoir ce qui était arrivé à sa fille, mais aussi par l'objectif de protéger d'autres enfants de dangers potentiels. Shannon était convaincue que la personne impliquée dans la disparition de Kirsten pouvait avoir un passé criminel. Son nouveau métier lui permettait de prévenir des incidents possibles liés à la libération de personnes représentant un danger pour la société. Depuis de nombreuses années,
Shannon n'abandonnait pas l'espoir de trouver des réponses sur le sort de sa fille Kirsten. Elle examinait attentivement les informations sur des personnes au passé douteux vivant dans sa ville et ses environs, espérant découvrir un lien avec la disparition de Kirsten. Mais tous ces efforts étaient vains. Les autorités revenaient régulièrement sur cette affaire et envisageaient de nouvelles théories, sans succès. Avec l'aide de spécialistes du FBI, un portrait fut réalisé montrant à quoi Kirsten pourrait ressembler des années après sa disparition. Bien que l'espoir diminue à chaque jour, aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée faute de preuves concrètes. Un tournant inattendu dans cette histoire se produisit en 2014. Une femme se présenta à la police avec une histoire inhabituelle. Après la mort de sa grand-mère, en fouillant ses affaires, elle trouva un journal au contenu choquant. Il contenait la confession détaillée du fils de la grand-mère concernant la disparition de Kirsten Headfields. Les entrées contenaient tant de détails que les enquêteurs ne doutèrent pas de leur crédibilité. Selon le journal, l'homme emmena Kirsten de sa chambre et la conduisit dans une ville voisine où il possédait une maison. Là, des choses difficiles à exprimer par des mots se produisirent. Le récit s'étalait sur plusieurs pages et était si troublant que même les enquêteurs chevronnés en furent profondément bouleversés. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était la mention que tout avait été enregistré sur bande vidéo. Cette information ouvrit un nouveau chapitre dans les enquêtes, qui étaient restées au point mort pendant de nombreuses années. Bien que Shannon ait fini par presque accepter l'idée de ne pas retrouver Kirsten vivante, elle n'abandonna jamais complètement l'espoir de découvrir la vérité. Les autorités convoquèrent immédiatement le fils de la femme pour un entretien. Ils s'attendaient à ce qu'il nie, mais ses paroles les surprirent. Le jeune homme avoua sa participation à l'incident et déclara que tout s'était passé dans la maison de son ex-petite amie. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les enquêteurs envoyèrent une équipe de spécialistes pour examiner la maison. Les experts utilisèrent une substance spéciale qui brille au contact de la moindre trace de matière biologique, même si elle a été soigneusement enlevée. Le résultat choqua tous les présents. Un des spécialistes compara ce qu'il voyait plus tard à un sapin de Noël, affirmant que les traces se trouvaient dans toute la maison. Le plus surprenant était que la position des traces correspondait aux entrées du journal personnel. Après avoir collecté toutes les preuves possibles, y compris des échantillons du revêtement de sol et du papier peint, les spécialistes les envoyèrent pour analyse. Parallèlement, une fouille des environs fut organisée. Dans la maison, ils trouvèrent également une boîte contenant de nombreuses cassettes vidéo. En supposant que l'une d'elles pouvait contenir des informations importantes, les enquêteurs passèrent d'innombrables heures à visionner chaque enregistrement. Mais ni le matériel vidéo, ni la fouille de la propriété ne fournirent les résultats escomptés. Un rebondissement inattendu se produisit lorsque les experts achevèrent l'analyse des échantillons collectés. Il s'avéra que toutes les traces provenaient non pas d'un être humain, mais d'un animal. Ce fut un véritable choc pour les enquêteurs, qui étaient convaincus d'être proches de la solution. Au lieu de cela, ils se trouvèrent face à une nouvelle impasse dans l'enquête. La nature de cette étrange circonstance resta floue. Peut-être que quelqu'un cherchait à induire les autorités en erreur. L'histoire décrite dans le journal trouvé pourrait être le fruit de l'imagination d'une personne avec des perceptions particulières. Peut-être que l'auteur, après avoir lu la nouvelle de la disparition de la jeune fille, a créé tout un drame dans sa tête. Malgré cela, les enquêteurs n'ont pas perdu espoir de percer le mystère. Cependant, pendant longtemps, il n'y a eu aucune nouvelle piste. Et jusqu'à l'été 2015, l'enquête a de nouveau stagné. Un regard neuf sur l'affaire Kirsten a été apporté par l'enquêteur Daryl Miller, à qui celle-ci a été récemment confiée. Il a décidé d'analyser minutieusement tous les documents disponibles. En les examinant, Miller a découvert quelque chose d'inattendu. Pendant toutes ces années,
Ses prédécesseurs avaient négligé des preuves importantes. Dans l'entrepôt se trouvaient des échantillons du rebord de la fenêtre de la chambre de Kirsten et de ses effets personnels, qui pour une raison quelconque n'avaient pas été envoyés pour analyse. Peut-être avait-on auparavant supposé que l'analyse ne fournirait pas de nouvelles informations. Miller a décidé de corriger cette erreur et a envoyé les découvertes au laboratoire. Les résultats étaient inattendus. Les 2 échantillons ne provenaient pas de Kirsten mais d'un homme inconnu. Ce fut une percée tant attendue. Mais bientôt, l'enquêteur a rencontré un nouvel obstacle. Le profil génétique obtenu ne correspondait à aucune donnée de la base de données du FBI. Cela pourrait signifier que la personne n'avait pas de passé criminel ou que ces données n'étaient là pas enregistrées dans le système. Mais Miller n'a pas abandonné. Il a décidé de recueillir des échantillons de tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire depuis le début. La police a dressé une liste et a recueilli des échantillons de chaque personne impliquée. Étonnamment, tous ont accepté volontiers de donner des échantillons, ce qui a amené les enquêteurs à penser que la clé de la solution pourrait se trouver en dehors du cercle connu. L'enquête s'est étendue sur de nombreuses années, et Miller avait déjà perdu espoir lorsque soudain, un appel tant attendu est venu du laboratoire. Les experts ont rapporté une percée inattendue. Un des échantillons correspondait parfaitement aux preuves trouvées sur les lieux du crime. Le propriétaire de l'échantillon était Anthony Palma, 56 ans, un voisin de la famille, qui vivait de l'autre côté de la rue. Il est remarquable que Palma ait été l'un des premiers à parler aux autorités le jour de la disparition. Il avait alors déclaré qu'il s'était réveillé à 3 heures du matin à cause des aboiements de son chien. Maintenant que de nouvelles informations étaient disponibles, les enquêteurs ont décidé de l'interroger à nouveau. Bien que les preuves disponibles suffisaient pour un procès, les enquêteurs espéraient obtenir des informations supplémentaires. Cela pourrait non seulement accélérer le processus, mais aussi aider à retrouver la trace de Kirsten dont le sort restait inconnu. Agissant prudemment, ils ont invité Anthony à un entretien sous prétexte de réinterroger tous les voisins pour recueillir de nouveaux indices. En réalité, leur objectif était d'obtenir de lui des déclarations plus détaillées. D'abord, les enquêteurs ont demandé s'il se souvenait de quelque chose d'autre cette nuit-là. Anthony a répété sa déclaration précédente, mais cette fois, il a ajouté un nouveau détail. Il avait vu une voiture blanche garée devant la maison de Kirsten, mais n'y avait pas attaché d'importance à l'époque. Lorsque les policiers ont demandé s'ils connaissaient personnellement Kirsten ou sa famille, Anthony a répondu qu'il les connaissait seulement en tant que voisins, mais n'avait jamais parlé directement à Kirsten. En discutant avec les représentants de la loi, l'homme se souvenait de ses bonnes relations avec les enfants du quartier au fil des années. Il racontait comment les enfants lui demandèrent de l'aide pour leur vélo, ou venaient chercher des bonbons. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà visité la maison de la famille de Kirsten, il a répondu avec assurance qu'il n'y avait jamais été. Cette déclaration est devenue un moment clé de l'entretien. Compte tenu du fait que ces traces avaient été trouvées sur le rebord de la fenêtre dans la chambre de la jeune fille, ces propos ont suscité des doutes. Une telle contradiction pourrait jouer un rôle important dans la poursuite de l'enquête. Cependant, la situation était compliquée par le fait qu'un ami d'Anthony avait précédemment vécu dans cette maison et avait admis y être allé à l'époque. Mais les preuves trouvées étaient récentes. Pour aborder le sujet principal de la conversation, les enquêteurs ont parlé des découvertes dans la chambre de Kirsten et sur ses effets personnels. Anthony a continué à nier toute implication, affirmant qu'il n'avait jamais franchi le seuil de cette maison. Ne parvenant pas à obtenir le résultat souhaité, les enquêteurs ont changé de tactique. L'enquêteur Miller est entré dans la salle avec une photo de Kirsten. La réaction d'Anthony a été inattendue. Il a repoussé la photo et a évité de la regarder. Miller a essayé de diverses manières de révéler des contradictions dans les déclarations d'Anthony, mais celui-ci a fermement rejeté toutes les accusations.
il semblait qu'il savait qu'un aveu pourrait avoir de graves conséquences, et il s'en tenait fermement à sa version des faits. Après une longue conversation, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Anthony. Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont fouillé minutieusement sa propriété, mais n'ont trouvé aucune preuve substantielle. Malgré les dénégations constantes d'Anthony pendant le procès, les preuves scientifiques étaient contre lui. Au cours de la procédure, de nouveaux détails sur le passé d'Anthony sont apparus, qui avaient été auparavant négligés. Il s'est avéré qu'il avait eu des problèmes avec la loi quelques années avant l'incident avec Kirsten. Fin 2017. Le verdict est tombé en défaveur d'Anthony et il a été condamné à une longue peine de prison. Cependant, l'endroit où se trouvait Kirsten restait inconnu, ce qui inquiétait particulièrement les enquêteurs. Shannon, la mère de Kirsten, n'a pas abandonné la recherche de sa fille. Elle rencontrait régulièrement Anthony en prison dans l'espoir d'obtenir des réponses. Chaque fois, elle avait l'impression qu'il était sur le point de divulguer des informations importantes, mais cela n'est jamais arrivé. En Jaha, un rebondissement inattendu s'est produit au début de 2019, lorsque Anthony est décédé. Selon le surveillant, tous ceux qui entraient en contact avec lui avaient une opinion négative de lui en raison de ses actes. Avec sa mort, la famille de Kirsten a perdu le dernier espoir de résoudre cette triste histoire. La mère bien-aimée a disparu quelques jours après son anniversaire. La famille, elle était sûre qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça. Cependant, sa disparition a conduit à la découverte des secrets les plus sombres de la famille. Au sud de Fayetteville, en Caroline du Nord, se trouve la petite et accueillante ville de Hope Mills. En 1987, Edward Dean Williams et son deuxième mari ont célébré la naissance de leur fille, Tabitha. 2 ans plus tard, leur deuxième fille, Anne, est née. Edward Dean avait aussi un fils, Terry, né de son premier mariage court et difficile. Après le divorce, le père de Terry a disparu de sa vie. Terry a grandi intelligent et fort, et ses sœurs l'admiraient. Pour elles, il était toujours un modèle. Edward Dean mettait toujours ses enfants en premier et était prête à tout pour eux. Elle leur a appris à poursuivre leurs objectifs et à être indépendants. Bien qu'elle soit fière de tous ses enfants, elle soulignait souvent les réussites de Terry. Edward Dean avait une relation merveilleuse avec son frère aîné Robert, qui était une personne très réservée et calme. Robert était toujours prêt à s'occuper des enfants et à soutenir sa sœur dans les moments difficiles. Le deuxième mariage d'Edward Dean n'a pas duré longtemps. Et après le divorce, elle a décidé de ne plus avoir de relation. Mais la rencontre avec Michael Williams a tout changé. Edward Dean a rencontré Michael par l'intermédiaire de son frère Robert, avec qui Michael a servi dans l'armée. Michael était gentil et patient, et après 2 mariages ratés, il est devenu le meilleur homme de sa vie. Edward Dean et Michael se sont mariés le 6 août 1999. Après leur mariage, les enfants d'Edward Dean n'ont pas immédiatement accepté Michael. Avec le temps, cependant, il a su gagner leur confiance et leur affection. Ce mariage était très heureux. Michael était toujours prêt à aider, s'occuper des enfants et ne leur refusait jamais rien. Il était très différent des hommes avec qui Edward Dean avait été auparavant. Avec Michael, elle se sentait en sécurité. Michael subvenait seul aux besoins de la famille, et Edward Dean n'avait plus besoin de faire 3 emplois à la fois comme avant. Elle souriait constamment et était très heureuse avec Michael. Quelques années plus tard, Anne et Tabitha ont terminé leurs études secondaires. Terry est entré à l'académie navale et toute la famille s'est réjouie de sa décision. Il croyait qu'un avenir brillant l'attendait. En mars 2010, Edward Dean a reçu la triste nouvelle. Son mari bien-aimé Michael a été diagnostiqué avec une maladie grave. La maladie de Michael a bouleversé tout le monde. En peu de temps, il est passé d'un homme fort et en bonne santé à une personne totalement impuissante. Après lui avoir dit adieu,
Edward Dean a eu beaucoup de mal. Elle avait enfin trouvé un homme qui l'aimait, elle et ses enfants, et qui s'occupait d'eux. Et maintenant, elle l'avait perdu. 1 an plus tard, le premier anniversaire de la perte de Michael approchait. Edward Dean avait du mal à tenir le coup. Elle avait l'air très seule et déprimée. Ses proches avaient l'impression qu'elle voulait juste parler à quelqu'un pour combler le vide en elle. Heureusement, son fils Terry a proposé de vivre avec elle pendant un certain temps pour qu'elle ne soit pas seule. Ses filles et Edward Dean elle-même étaient ravis de cette proposition. Mais, comme il s'est avéré, ce bonheur pour les enfants d'Edward Dean n'a pas duré longtemps. Le 1er décembre 2011, la fille aînée d'Edward Dean Williams, alors qu'elle étendait le linge dehors, entendit soudain la sonnerie d'un téléphone portable. Son oncle Robert appelait pour demander si elle avait été en contact avec sa mère, car elle ne répondait pas à ses appels. Tabada appela immédiatement sa sœur cadette Anne. Anne pensait que leur mère était peut-être partie pour être seule. Mais Tabada remarqua que leur mère prévenait toujours quand elle partait. Ils décidèrent alors que Robert devait signaler la disparition à la police. Le 4 décembre 2011, un policier en patrouille remarqua une voiture abandonnée sur le bord de la route. Après avoir vérifié les plaques d'immatriculation, il découvrit que la voiture appartenait à Edward Dean Williams. La voiture était à 5 km de chez elle. Mais Edward Dean était introuvable. Le policier appela les enquêteurs sur les lieux. La voiture n'était pas verrouillée et sur le tableau de bord se trouvait un téléphone avec un message ouvert de son frère, Robert. « Si tu lis ceci, appelle-nous s'il te plaît. Nous sommes inquiets. » À 30 mètres de la voiture, les enquêteurs trouvèrent un sac à main d'Edward Dean attaché à un arbre. Dedans se trouvait son permis de conduire, un carnet de chèques et plus de 3 000 $ en espèces. La police remarqua également que la clé de la voiture manquait. De toute évidence, la personne qui était au volant avait pris la clé avec elle. Robert, le frère d'Edward Dean, fut appelé sur les lieux où la voiture avait été trouvée. Les enquêteurs remarquèrent pendant ces nombreux appels et messages, ce qui donnait l'impression qu'ils soupçonnaient quelque chose. Robert a rapporté qu'Edward Dean ne répondait plus à ses appels depuis environ 1 semaine et qu'il ne savait pas où elle pourrait être. Cependant, il n'a pas déposé de rapport de personne disparue, ce qui a paru étrange à la police. Robert a également raconté qu'Edward Dean vivait à proximité, avec son fils Terry, qui pourrait savoir où elle se trouve. Après l'ouverture du dossier de la disparition d'Edward Dean Williams, les enquêteurs ont convoqué Terry pour l'interroger et découvrir le possible emplacement de sa mère. Terry a dit qu'il avait vu sa mère pour la dernière fois il y a environ 1 semaine. Elle avait mentionné qu'elle partirait de la ville pour 1 jour ou 2, mais elle n'a pas précisé où exactement. Terry ne s'est pas inquiétée, car elle était souvent absente de la maison pendant des semaines. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec Robert, il a partagé des informations préoccupantes. Robert a raconté que sa sœur avait perdu son mari il y a 1 an et qu'elle n'avait toujours pas surmonté cette perte. Peut-être ne pouvait-elle pas faire face à la perte et planifiait quelque chose de mauvais. Les enquêteurs ont décidé de suivre cette théorie et ont contacté les filles d'Edward Dean pour en savoir plus sur son état. La fille cadette, Anne, a été convoquée pour un interrogatoire. Elle a dit que parfois sa mère appelait en pleurant. Et des amis ont également confirmé qu'Edward Dean pouvait appeler et pleurer au milieu de la nuit. La fille aînée, Tabata, a également été convoquée pour un interrogatoire. Tabata a immédiatement rejeté l'hypothèse que sa mère pourrait planifier quelque chose de mauvais. Elle vivait à proximité et voyait souvent sa mère. Tabata a dit que sa mère attendait avec impatience sa remise de diplôme et qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça. Si Edward Dean avait prévu de partir pour un court moment, elle l'aurait certainement dit à sa fille. Dès le début, les enquêteurs soupçonnaient Robert, le frère d'Edward Dean. Ils ont demandé à Tabata si son oncle pouvait être impliqué dans la disparition de sa mère, mais elle a fermement rejeté cette possibilité. Robert était en contact quotidien avec sa sœur, et lorsqu'elle a cessé de répondre à ses messages et appels,
il a hésité à déposer un rapport de personne disparue. Les enquêteurs se sont demandé pourquoi il n'était pas allé immédiatement à la police lorsqu'elle n'était plus joignable. Alors que la police enquêtait, la famille d'Edward Dean a demandé l'aide des résidents locaux. Anne et Tabitha sont apparus dans les journaux télévisés locaux dans l'espoir d'obtenir du soutien pour la recherche. Tabitha croyait jusqu'à la fin que leur mère serait retrouvée et pourrait assister à son bal de fin d'année. Le 11 décembre 2011, 2 semaines après la disparition d'Edward Dean Williams, la police a reçu un avis concernant des preuves inconnues trouvées dans une décharge illégale en périphérie de la ville. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Edward Dean Williams disparu. La décharge se trouvait à environ 1 kilomètre de leur maison et ses vêtements étaient sales. Les enquêteurs ont informé la famille de la découverte. Les filles ont pris la nouvelle durement et ne voulaient d'abord pas croire ce qui s'était passé. Lorsque l'affaire de la personne disparue est devenue une enquête criminelle, un enquêteur de la division des crimes graves s'est joint à l'enquête. La première chose qu'ils ont faite a été d'interroger à nouveau le frère d'Edward Dean, Robert. Ils ont pris un échantillon d'ADN, mais les enquêtes ont confirmé son innocence. Lors de l'interrogatoire, Robert a expliqué comment une grande somme d'argent était arrivée dans le sac à main d'Edward Dean. Il a vu sa sœur pour la dernière fois le 27 novembre, lorsqu'il l'a aidée dans un marché aux puces. Les 3 000 $ trouvés dans le sac étaient des revenus provenant de la vente d'articles. Les enquêteurs ont vérifié toutes les pistes et tous les registres établis avant la découverte des preuves. Il s'est avéré que les clés de voiture d'Edward Dean avaient disparu et personne ne savait où elles pouvaient être. Lors d'un des interrogatoires, l'enquêteur a demandé à Tabitha à quoi ressemblaient les clés de sa mère. Tabitha se souvenait que la clé était accrochée à un porte-clés en forme d'étoile avec la figurine de Betty Boop. Elle a également fourni une vidéo familiale où l'on pouvait voir ses clés. La police était convaincue qu'il pourrait trouver le coupable s'il découvrait les clés de la voiture. Pendant ce temps, l'enquêteur a examiné le procès-verbal de l'interrogatoire du fils d'Edward Dean, Terry, pour comprendre comment ils avaient passé leurs derniers jours. Terry a raconté que sa mère avait fait un petit voyage environ 2 ou 3 semaines avant son anniversaire. Le samedi 27 novembre, une semaine avant que la voiture ne soit retrouvée, il a accidentellement entendu sa conversation téléphonique. Edward Dean a dit « Tu me manques. Je peux venir là-bas et nous nous verrons. » Terry soupçonnait qu'elle parlait à un homme avec qui elle entretenait peut-être une relation amoureuse. Il a ajouté qu'il n'avait jamais vu cet homme, mais qu'il avait plusieurs fois entendu sa mère lui parler. Ces déclarations laissaient entendre qu'Edward Dean avait peut-être une nouvelle relation amoureuse qu'elle gardait secrète. Après ces déclarations, les enquêteurs ont commencé à examiner sa vie privée pour découvrir avec qui elle se voyait et quelle relation elle avait. Au cours de l'enquête, l'enquêteur a découvert une passion inhabituelle d'Edward Dean qui pourrait mener à de nouveaux suspects. Elle aimait conduire des camions, emmenait souvent son chien et appréciait simplement la conduite. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait rencontré un camionneur nommé Wayne Black il y a quelques années. Bien qu'elle fût mariée à Michael à l'époque, Edward Dean et Wayne sont devenus de proches amis. Ses enfants désapprouvaient cette amitié car ils trouvaient étrange que leur mère se fasse de nouveaux amis pendant que son mari Michael était au travail. Néanmoins, les filles d'Edward Dean se sont tournées vers Wayne Black pour obtenir de l'aide lorsque leur mère a disparu. Cependant, Black a déclaré qu'il n'avait aucun contact avec Edward Dean et qu'il n'aiderait pas dans les recherches, ce qui semblait étrange aux filles. Elles le considéraient comme le meilleur ami de leur mère et soupçonnaient qu'il y avait plus entre eux. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il pourrait y avoir une relation amoureuse entre Wayne Black et Edward Dean et l'ont invité à un interrogatoire pour découvrir quand et où ils avaient eu leur dernier contact. Les enquêteurs ont été surpris par la confession de Wayne lors de l'interrogatoire. Il a rapporté qu'il avait vu Edward Dean la nuit avant sa disparition. Ils étaient ensemble à un concert dans la ville de Florence, Caroline du Sud. Après le concert, Edward Dean est rentré chez elle.
Vers 1 heure du matin, elle a appelé Wayne Beck et lui a dit qu'elle était à la maison et se reposait au lit avec ses chiens. Elle l'a remercié pour la belle soirée et a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Puis, ils se sont dit au revoir. Wayne a raconté aux enquêteurs qu'après le concert, il était parti pour affaires et n'était pas retourné en Caroline du Nord. Il a présenté son carnet de route, les coordonnées GPS et les données de mouvement. Les enquêtes n'ont révélé aucun indice d'une relation romantique entre Wayne Beck et Edward Dean, seulement amicale. Wayne Beck a été retiré de la liste des suspects. Il a également indiqué à la police un nouveau suspect potentiel, le deuxième mari d'Edward Dean et père de ses 2 filles, Anne et Tabitha. Le deuxième mariage d'Edward Dean était difficile. Son mari était autoritaire et croyait que tout le monde devait lui obéir. Les disputes et les conflits constants ont marqué leur vie familiale, ce qui a affecté l'éducation des enfants. Il était particulièrement contrarié par le fils d'Edward Dean, Terry, qu'il considérait comme un voyou et qu'il voulait élever à sa manière. Il ne voulait pas que Terry vive avec eux et en parlait tous les jours avec Edward Dean. Elle essayait de faire la médiation entre eux et s'excusait auprès de son fils. Après chaque conflit, Terry demandait à sa mère de quitter son mari. Mais elle restait toujours. Edward Dean croyait qu'elle pouvait changer son mari pour le mieux. Mais finalement, leur mariage s'est terminé par un divorce, alors que les filles étaient encore petites. Après avoir déménagé dans une autre ville et s'être remarié, Edward Dean se sentait toujours coupable envers Terry. L'enquêteur a décidé de découvrir si l'ex-mari de Williams pouvait être impliqué dans l'incident. Mais l'enquête a révélé que le deuxième mari ne pouvait pas être coupable. Il était toujours au travail et son emplacement était connu. Il avait un alibi solide. La police a continué de travailler sur l'affaire pendant plusieurs semaines. 1 mois s'est écoulé, mais il n'y avait aucun progrès. En janvier 2012, la police a reçu un nouvel indice. Edward Dean travaillait sur sa thèse à l'université locale et son superviseur a signalé une conversation inquiétante qu'ils avaient eue temps. 10 ans, peu de temps, avant sa disparition. Il s'est avéré qu'Edward Dean était préoccupé par le fait que son fils emménagerait chez elle. Les enquêteurs voulaient savoir pourquoi elle s'inquiétait tant du retour de son fils. La police a interrogé des personnes proches de Terry, y compris son ex-femme Tara Kennedy. Tara a raconté que sa vie familiale avec Terry était très problématique. Elle remarquait sa jalousie et son agressivité lorsqu'elle parlait à d'autres hommes. Tara croyait que les problèmes dans les relations avec sa mère et son beau-père influençaient Terry et le rendaient violent. La police est retournée fouiller la maison d'Edward Dean Williams. À leur arrivée, les enquêteurs ont vu Terry brûler des affaires dans le jardin arrière. Il avait également détruit des documents importants et des objets liés à Michael Williams. Cela a éveillé les soupçons de la police. Terry n'aimait pas Michael et essayait de se débarrasser de ses affaires. Lors de la fouille de la maison, les enquêteurs ont trouvé les clés de la voiture de Williams. Elles ne pouvaient être là que s'il les avait lui-même apportées. Terry a été arrêté, mais il a refusé de coopérer avec les enquêteurs et est resté silencieux. La police soupçonnait qu'un conflit entre Williams et Terry le 28 novembre avait conduit à la tragédie. Terry a alors décidé de se débarrasser des preuves, est monté dans la voiture et l'a conduite à 5 km de la maison pour tromper les enquêteurs. Les sœurs de Terry, Anne et Tabitha, étaient choquées par son acte. Au tribunal, Terry a nié sa culpabilité et a affirmé qu'un des prétendants de sa mère était coupable. Le 23 novembre 2015, le jour où Edward Dean aurait eu 54 ans, le jury a déclaré Terry coupable et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Les proches d'Edward Dean Williams ne peuvent toujours pas croire que leur fils Terry, qui semblait si gentil, ait pu faire une telle chose.